Bonjour, Elisabeth Borne et Gabriel Attal ont critiqué très vivement samedi la réaction du rectorat de Versailles envers la famille de Nicolas, ce lycéen de Poissy dans les Yvelines qui s'est suicidé à la rentrée alors qu'il se plaignait de harcèlement. Le rectorat, dans des échanges de courrier au printemps 2023, a qualifié d'inacceptable des propos des parents qui auraient remis en cause l'attitude des personnels de l'établissement scolaire. J'ai la lettre sous les yeux du rectorat, les propos que vous avez tenus, lettre adressée à la famille, les propos que vous avez tenus et le comportement que vous avez eu envers des personnels de l'éducation nationale sont inacceptables. Je les réprouve de la façon la plus vive, aussi dans l'intérêt de votre enfant et par souci d'exemplarité à son égard. Je vous enjoins d'adopter désormais une attitude constructive et respectueuse envers les autres membres de la communauté éducative. Gabriel Attal a réagi et il a dit les choses clairement. Ce courrier est une honte. Une honte. Malgré tous les efforts qui ont été réalisés, nous ne sommes toujours pas à la hauteur. Et il faut avoir l'honnêteté de le dire. Mais je le dis aussi, mon rôle, ça n'est pas de défendre à tout prix une institution. C'est de défendre à tout prix la protection de nos élèves et de nos enfants. Et c'est comme ça que je continuerai à avancer. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'il dit les choses très clairement. Gabriel Attal, il prend conscience, effectivement, la mesure de ce qui peut se passer de temps en temps, à la fois dans les écoles, mais aussi dans les rectorats, parce que c'est au fond le pas de vague qui gouverne les rectorats. On comprend cette position. À chaque fois qu'il y a un élève qui est harcelé, pour le proviseur, pour le rectorat, c'est un problème et on préfère mettre la poussière sous le tapis. Nous sommes avec Adrien, je pense. Bonjour Adrien ou Adrienne. Allô, bonjour. Bonjour, non, c'est à Audrenel. À Audrenel, excusez-moi, je ne connaissais pas ce prénom pour tout vous dire. Audrenel. C'est breton. Ah, Audrenel, c'est breton. Quel âge vous avez, Audrenel ? J'ai 25 ans. Et alors, vous avez été vous-même harcelée ? Oui, j'ai été harcelée. Ça a commencé en CE1 pour des trucs totalement futiles pour les profs et pour les directeurs, sauf que pour moi, ça ne l'était pas du tout. Et ça, ça a approfondi mon échec scolaire, en fait, d'avoir vécu ça. C'était quoi la manifestation de ce harcèlement ? La première, c'est qu'on se moquait de moi sur mes habits, on se moquait de moi parce que j'étais ronde, on s'est permis d'ouvrir ma robe en récré, on s'est permis, après c'était plus tard au collège, on s'est permis de faire un harcèlement collectif par rapport à moi parce que j'ai été très gentille envers une amie, j'ai dit des choses qui, elle, a colporté ça partout, dans tout le collège. Et au final, voilà. Mais ce harcèlement a duré sur combien d'années ? Du CE1 jusqu'à la 4e, jusqu'à mon changement de collège. Mais quand vous étiez en CE1, vous n'étiez pas dans la même école que lorsque vous étiez au collège ? Non. Et non, malgré ça, oui. malgré ça, le harcèlement avait continué après le CM2 alors que vous aviez changé d'école. C'est ça. Bon, j'imagine que vous avez averti vos parents, les professeurs et l'encadrement ? Ah oui, ils étaient au courant, mais ils n'ont rien fait, comme encore à l'heure actuelle, au bout de 18 ans, c'est toujours le cas. C'était il y a combien de temps ? C'était en CE1, je suis en 98. Donc c'était dans les années 2006-2007. Oui, merci. Mais oui, bon, donc ça. vous avez prévenu d'abord. Est-ce que ça se passait sous les yeux des professeurs et de l'encadrement ? Forcément que non. Non, forcément que non. Même les moqueries, tout ça, ça se passait pas sous leurs yeux. Certains, des fois oui, mais des fois non. Et vos parents ? Mes parents étaient présents, ils ont été au courant un peu tardivement parce que je n'ai pas osé leur dire. Mais à un moment donné, quand ils m'ont vu en pleurs et mon comportement changé à la maison, ils ont vu que ça allait pas. C'est ce que souvent expliquent les enfants qui sont harcelés, c'est qu'ils hésitent à témoigner parce qu'eux-mêmes ont une culpabilité ou une forme de honte à être la victime de la classe. C'est ça ? Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai vécu au collège. Un peu moins en primaire, mais au collège un peu plus. Vous avez des frères et sœurs, Audrenel ? J'ai une sœur. Elle est plus âgée que vous ou elle est plus jeune ? Elle a 4 ans plus que moi. Donc cette sœur, est-ce que vous êtes confié à elle ? Est-ce que c'était plus facile pour vous de se confier à elle ? Non, parce que la relation que j'avais avec ma sœur, c'était assez compliqué, donc j'ai préféré ne pas en parler non plus. Je l'ai vraiment gardé pour moi jusqu'à un moment donné, quasi à, où ça allait vraiment pas du tout, où je me suis taillé les veines parce que ça n'allait pas.
c'est à partir de là l'élément déclencheur. J'allais vous poser cette question qui est évidemment très délicate quand vous voyez des jeunes gens qui se sont suicidés. Vous-même, quand vous vous taillez les veines, comme vous le dites, c'est un cri de désespoir ou vous pensez vraiment à mourir? C'est un cri de désespoir. Vous ne pensiez pas à ce moment-là aller jusqu'au bout d'un suicide possible? Pardonnez-moi de dire des choses aussi clairement. Non. Et cet épisode est arrivé à quand? C'est arrivé, c'était en 4e, donc du coup en 2011, je crois à peu près, si je me trompe pas. Et le souci, c'est que, la méthode dans ces années-là, c'était, on va celle qui a été harcelée, elle va être à la maison, comme ça va, et c'est là où ça a empiré. Elle va être à la maison et du coup, elle aura encore plus honte, parce que du coup, ils ont créé une force énorme, les harceleurs. C'est-à-dire que vous êtes resté chez vous après cet épisode? Oui, et vous êtes resté combien de temps chez vous? Oh, ça a duré longtemps. Ça a duré 2-3 mois, je crois. Mais ça a été vraiment très long. Mais j'ai du mal. Vos parents, ils n'interviennent pas? Ils vont pas Si, ils ont intervenu. Ils ont été voir à ce moment-là où ça n'allait vraiment pas. Ils ont été voir la directrice, mais rien ne s'est fait. À l'époque, les choses étaient différentes. Je fais le parallèle avec effectivement la séquence MeToo. C'est vrai qu'il y a une prise de conscience qui fait que parfois les comportements changent et qu'à l'époque, c'était le pas de vague qui était en place. Mais aujourd'hui, j'imagine, d'abord, quand vous avez ouvert les veines, vous avez été hospitalisé, Audrenelle? Non, parce que je l'ai caché. Oui. Alors c'était effectivement, quand je parle d'un cri d'alarme, voilà, c'était vraiment dans ce sens-là, et parfois, heureusement d'ailleurs, ces suicides sont des cris de désespoir. Mais vous êtes revenu après dans cette classe au bout de 2 mois? Comment les choses se sont-elles passées? Non, j'ai changé de collège après. Donc c'est vous qui avez été la victime? Voilà, et j'ai été la victime en fait. On a voulu protéger l'harceleuse et pas enlever les harceleurs de cette école. Aujourd'hui, évidemment, les choses seraient différentes. Bon, aujourd'hui, vous avez 25 ans, Audrenelle. Oui. Bon, est-ce qu'il y a des conséquences de cette vie de jeune fille harcelée dans votre vie de tous les jours? Oui, là je rentre. Quand je travaillais, parce que j'étais animatrice, donc non, il n'y avait pas de conséquences. Mais là, je suis retournée pour faire une formation et il y a des conséquences de ça. Et quelles sont-elles? La peur de la collectivité. Oui, parce qu'effectivement, vous avez une vision, ce que je peux comprendre, du groupe qui est capable de cruauté et de méchanceté. Voilà. Et il y en a dans tout groupe, malheureusement. Bien sûr, mais vous avez parfaitement raison. C'est parfois la jungle, la vie professionnelle comme la vie personnelle, et les plus forts parfois, ou certains qui se croient plus forts, peuvent tyranniser soit par la hiérarchie, soit dans leur comportement au quotidien, ceux qu'ils sentent les plus faibles. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que la société est plus douce qu'elle ne l'était, dans l'entreprise comme à l'école, puisque la parole s'est libérée et qu'il y a des choses, des comportements qui ont changé. C'est le sentiment que j'ai, j'espère ne pas me tromper. La parole s'est libérée, mais pas plus que ça, parce qu'on a beau avoir la parole de libérer, mais l'écoute n'y est pas. Voilà ce qui se passe à l'heure actuelle. Qu'est-ce qu'il n'y est pas à l'écoute, dis-nous? L'écoute, non. Il n'y a pas d'écoute. Il n'y a pas d'écoute. Un enfant se fait harceler, il n'y aura pas d'écoute de l'enfant. Des parents, oui, mais pas de l'éducation. J'espère quand même qu'à travers ces séquences dramatiques, l'INSEE, Nicolas, que la société peut évoluer. Elle avance aussi pour cela. Comme cela, plus exactement. Bon, Audrenelle, vous habitez dans quelle ville en Bretagne, vous êtes, Audrenelle? Non, j'habite au Pèlerin, dans le 44, et c'est le fameux collège Pierre et Marie Curie. Pourquoi le fameux? Le fameux, parce que c'est là où j'ai eu de l'harcèlement, et il y en a encore en 2023. Bon, effectivement, c'est en Loire-Atlantique, 44, le Pèlerin. Oui. Le Pèlerin avait fait parler de lui dans les années 70 parce qu'une centrale nucléaire avait failli être construite au Pèlerin. Mais vous n'étiez pas né, sans doute, Audrenelle. Bon, et il n'y a pas de centrale nucléaire en Loire-Atlantique. Du coup, on a eu des éoliennes. C'est ce qui est d'une laideur absolue. Mais et je fais une digression qui n'a rien à voir avec notre sujet, mais comme on n'a pas, ou les politiques n'ont pas eu le courage dans les années 70 de construire une centrale nucléaire en Loire-Atlantique, on a ces éoliennes qui ravagent
ravage notamment le paysage de la Baule. Il est 11h14. On marque une pause. Restez avec nous, Audrenel, parce que votre témoignage est évidemment extrêmement fort. Et je vous remercie vraiment d'être à l'écoute d'Europe 1 ce matin à 11h15. Écoutez Pascal Praud jusqu'à 13h. Pascal Praud, on continue de parler de harcèlement scolaire ce matin sur Europe 1. Avec un témoignage particulièrement significatif et extrêmement intéressant d'Audrenel. Hugo Martinez est avec nous. Il est président de l'association Hugo qui lutte contre le harcèlement scolaire. Je ne sais pas, Hugo, si vous avez entendu, si vous étiez à l'écoute de ce témoignage saisissant d'Audrenel. Un témoignage glaçant et qui est à l'image de ce que nous rencontrons aujourd'hui en France sur le sujet du harcèlement scolaire. J'entendais tout à l'heure que vous disiez que vous espériez... Bah oui, c'était la question que j'allais vous poser. Non, malheureusement, l'école ne s'est pas adoucie avec le temps malgré la prise de conscience. Ce qui est intéressant dans le témoignage de cette jeune fille, c'est qu'en fait, elle a eu tout à fait raison de dire une chose. Les enfants parlent aujourd'hui, et ça c'est un progrès qu'on constate avec notamment les efforts de sensibilisation et de prévention. Mais par contre, on ne les accompagne pas, on ne les entend pas. Nous, adultes, ne sommes pas au rendez-vous. Moi, ce que je regrette, et Nicolas en est l'exemple le plus récent, c'est que on a des enfants qui prennent le courage à deux mains d'en parler. Il faut se rendre compte que c'est difficile de prendre la parole sur ces sujets-là. On a des parents qui, derrière, essaient de porter haut cette souffrance, de la faire entendre et de se faire aider. Et derrière, on les envoie dans les fleurs et dans les choux, si j'ose dire, si on peut arrêter cette expression, avec notamment ce courrier qu'on a vu ce week-end, ce courrier du rectorat qui est juste affligeant. Mais ce courrier, il n'est pas, il n'est pas un cas isolé. On a, nous, régulièrement, on le voit. Alors là, c'est une lettre, mais ça peut prendre la forme d'entretien intimidant, de convocation un peu bousculante. Et la raison, parce que moi j'ai l'impression que la raison, c'est pas de vague. La raison, et je vais le dire de manière triviale, c'est qu'un proviseur ou un recteur, il dit « ne m'emmerdez pas ». Je ne veux pas entendre ça, je mets la poussière sur le tapis, vous m'emmerdez, et je le répète, pardonnez-moi de cette, figure de style très trivial, mais est-ce que c'est la motivation de ceux qui refusent de voir? Parce qu'ils voient sans doute. Alors, d'abord, il faut le rappeler, moi, vous savez, je me suis battu pendant près de 5 ans pour qu'on ait cette loi du 2 mars 2022 qui crée notamment un délit de harcèlement scolaire. Je le dis sur vos antennes et je le redis, avec ce nouveau délit, vous savez, il y a l'article 40 du Code de procédure pénale qui oblige tout enseignant, donc parce qu'il est fonctionnaire ou cadre de la fonction publique, à signaler à la justice tout crime ou délit. Donc, maintenant, il y a une obligation qui est nouvelle quand même. Donc, ça, j'entends bien, mais la motivation de celui qui met la poussière sur le tapis. Sur la question de la motivation, il y a, je pense, plusieurs raisons. D'abord, il n'y a pas de réponse, finalement. Il n'y a pas, sur l'après-harcèlement scolaire, il n'y a pas d'outils à disposition des enseignants. Il n'y a pas de solution sur cet accompagnement. Donc ça, c'est une première raison. Et pourquoi vous dites ça, il n'y a pas de solution? Le proviseur qui rentre dans la classe et qui dit « ça suffit maintenant », et qui met le coup de poing, vous arrêtez, et qui convoque les parents derrière, ce n'est pas des solutions? En fait, ça ne suffit pas. Il faut derrière un accompagnement pour la victime comme pour l'enfant harceleur. Tout à l'heure, le témoignage de cette jeune fille était intéressant parce qu'elle expliquait que même avec le changement d'établissement, les choses ont continué. Parce qu'en fait, quand on change d'établissement, on ne résout pas le problème. On a un enfant qu'on a détruit dans son estime de soi, dans sa confiance en soi. Ça se reconstruit. C'est pas quelque chose de magique qui serait pas en changeant d'établissement. Et c'est là où je dis qu'il n'y a pas de moyens. Et c'est là où, du coup, la deuxième chose, moi, je pense qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on demande à l'Éducation nationale de soigner. Je pense qu'en fait, il faut... Alors, j'attends beaucoup de ce plan interministériel la semaine prochaine qui doit être dévoilé, parce que je crois que moi, tant qu'on n'arrivera pas à mobiliser au-delà de l'éducation nationale, on ne résoudra pas ce problème. Ça doit être une mobilisation qui doit être faite notamment avec peut-être la sécurité sociale qui doit prendre en charge un parcours de soins thérapeutiques avec des professionnels de santé qui doivent accompagner ces victimes et ces harceleurs. Moi, je pense que tant qu'on ne mettra pas ça en place, tant qu'on ne mettra pas le carnet de chèques en face, il n'y aura pas de résultats qui payeront. Parce qu'on aura beau mettre en place tous les moyens imaginables et possibles en termes de sensibilisation et de prévention, on aura toujours des victimes de harcèlement scolaire. Eh ben merci beaucoup, monsieur Hugo Martinez. Et puis Audrenel vous écoute et peut-être Audrenel souhaite-t-elle ajouter quelque chose sur les solutions précisément. Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'il se passe, Audrenel, pour que ça s'arrête? Que le directeur m'écoute. Après, j'ai changé de collège et j'en ai plus. En fait, voilà, c'est ça le truc, c'est que c'est bien ce collège-là, avec cette direction-là, qui ne m'a pas écouté au moment où ça n'allait pas.
En fait, et pour moi, les solutions qui auraient pu être mises en place, il faut que tout prof, tout directeur se forme sur la notion d'harcèlement. Écoutez, c'est votre témoignage qui nous intéresse. Donc, ce qui m'inquiète et non pas m'inquiète d'ailleurs, mais ce qui peut me rendre triste, bien sûr, c'est les conséquences qui existent dans votre vie de tous les jours et que cette estime de soi, en l'occurrence de vous, qui a été atteinte au plus jeune âge, est-ce qu'il y a encore des conséquences dans votre vie? Et il semble que ce soit le cas. Ah bah oui, il y en a encore. Tant que je vais pas me faire soigner, entre guillemets, hein, mais j'en aurai encore. Mais est-ce que, moi je n'aime pas le mot soigner d'ailleurs, parce que je suis pas sûr que ce soit le bon mot, mais est-ce que vous échangez, pourquoi pas, avec un psy, avec d'autres personnes peut-être qui peuvent entrer dans les cerveaux et apaiser les souffrances? Je vais faire un essai fin du mois sur l'hypnose. J'avais pensé aussi un psychologue de MDR. Oui, qui va gérer mes traumatismes. C'est ça, c'est vrai que c'est des choses dont on pourrait parler d'ailleurs un matin, le MDR. Je ne sais pas si vous connaissez précisément, mais il y a beaucoup de personnes qui se font soigner comme cela, avec on regarde les yeux notamment, et puis la manière dont les yeux tournent, fonctionnent. Le médecin ou celui en tout cas qui fait office d'apporter un pansement aux souffrances arrive à guérir. Mais moi qui suis assez cartésien, je me méfie parfois de ces solutions. Et pour tout vous dire, c'est pour ça que j'aime bien les psychiatres qui sont également psychanalystes, parce qu'un psychiatre est d'abord un médecin. Vous voyez, un psychanalyste, on peut tomber sur n'importe qui. On peut tomber aussi, pourquoi pas, sur des gens formidables. Malheureusement, ça ne marche pas. J'ai beau essayer, c'était juste un effet moment présent. C'est indiscret de vous demander quelle est votre vie aujourd'hui, votre vie affective. Du coup, au niveau ami, j'en ai peu et je fonctionne avec peu, c'est très bien. Après, j'ai une fille, je suis en couple et je suis au niveau professionnel. Je vais faire une formation en tant qu'accompagnateur. C'est important quand même. En fait, ce que j'aimais. Ce que j'espérais que vous me répondiez, c'est que vous étiez en couple, pour tout vous dire. J'avais peur que ce traumatisme vous ait isolé. Donc manifestement, vous avez trouvé l'amour, et ça, c'est une bonne chose. Oui. Oui, quand même, Audrenelle. Oui. Comme je disais, encore heureux que j'ai réussi côté famille et que je n'ai pas de traumatisme au niveau exactement. de ça. Vous avez, est-ce que vous en voulez à vos parents? Est-ce que vous trouvez que vos parents ont une responsabilité? Je trouve que non, je n'en veux pas parce qu'ils ont fait à l'heure actuelle avec les moyens du bord qu'ils avaient, donc peu. Et vous-même, vous n'avez pas encore d'enfant, Audrenelle? Si, j'en ai une. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Mia. Mia, et vous avez 25 ans, vous êtes jeune, vous êtes une jeune maman? Oui. Eh bien écoutez, elle a quel âge, Mia? 18 mois. 18 mois, écoutez, c'est beau. C'est bien. Moi, je trouve que je trouve que la vie a peut-être été rude, mais la résilience, ça existe aussi. Et puis voilà. Donc, tout à l'heure, on était avec Pascal Obispo qui chantait cette merveilleuse chanson sur l'amour, l'envie d'aimer. On peut peut-être d'abord saluer DJ Fab qui est là, qui a passé un très bon week-end. Vous étiez à la fête de l'humanité, m'a-t-on dit. Oui, absolument. On s'y est croisés au stand des Merguez, souvenez-vous. Avec quelques amis. Vous étiez là. Et puis je salue Monsieur Olivier Guénec. Bonjour à tous. Qui nous racontera comment a été ce week-end. Avec grand plaisir, oui, comme tous les lundis. Et puis je salue tous nos amis. Ah oui, une régie bien complète. qui nous écoutent. C'est tellement bien l'amour. Terminons là-dessus cette première mi-temps, cette première demi-heure avec ces quelques notes de musique, DJ Fab. Vous vouliez oui, mais vous m'écoutez pas ou pas là? Mais si, j'étais en train de caler puisqu'elle nous a parlé de Mia. Il a mixé toute la nuit, il peut pas tout faire. Je suis fatigué, j'ai mixé tout le week-end. Je suis en train de parler. C'est lundi matin. C'est lundi. Attention, tout à l'heure, ça sera tout à l'heure. Oh non.
Et non, j'avais fait le rapprochement puisque Vous avez réveillé la petite fille de notre auditrice s'appelle Mia. Oui. Je te propose un voyage dans le temps via planète Mars. Le monde de Mia. Voilà, je danse le Mia. Hey, Marseille, ils sont pas terribles en ce moment. Je serais à l'Olympique de Marseille. Je pense, c'est pas terrible les Marseillais. Hein. Je sais pas, le compte à rebours est peut-être commencé pour l'entraîneur. Bon, merci Audrenel. Très joli prénom. Je n'avais jamais entendu ce prénom-là. Est-ce que vous connaissez une autre Audrenel? Audrenel. En plus, je le dis mal en plus, depuis tout à l'heure. Je dis Audrenel, pardonnez-moi. Audrenel. Mais comment ça s'écrit? Oui, il y aurait A-O-D-R-E-N-E-2-L. D'accord, Audrenel. Est-ce que vous connaissez quelqu'un d'autre que vous qui s'appelle Audrenel? Oui. Ah bon? Oui. Moi, j'ai jamais entendu. Hein, pourtant, on vient de Bretagne. J'ai été curieuse. Comment? J'ai été curieuse. À un moment donné, je me suis mise sur Facebook, j'ai fait Audrenel et j'ai trouvé. Mais alors, il y en a combien en France des Audrenel? Non, il y en a une vraie, ça c'est sûr. Deux vraies, ça c'est sûr. Après, bon. Non, on sait pas. Je ne sais pas. Bah écoutez, et alors qu'est-ce qu'elle a fait dans l'histoire, Audrenel? C'était une sainte, on ne sait pas. On ne sait pas. Bon, bah écoutez, on vous embrasse en tout cas, Audrenel. Merci. Et puis on embrasse la petite Mia également. Et puis on marque peut-être une pause. Europe 1, Pascal Praud. Dick Givab s'est réveillé. Il est là. Oui, ça y est. Il est là. Que se passe-t-il? Qui êtes-vous, monsieur? Non, mais c'est vrai. Tout à l'heure, Thomas, il était avec Pascal Obispo et cette chanson est magique. Donc, alors là, je crois pas que ce soit d'ailleurs. C'est la version live, la version du spectacle. Ah oui, et évidemment, Daniel Lévy est mort et on a une pensée pour lui, pour sa famille, parce que personne n'interprète ce titre comme lui. Albéric, bonjour Albéric, sur le harcèlement scolaire, pour terminer notre séquence, vous êtes directeur d'école, est-ce que vous êtes témoin dans votre établissement de harceleurs et que faites-vous dans ces cas-là? Bonjour Pascal. Témoin, oui, et dans plusieurs établissements que j'ai dirigés, il m'est arrivé de rencontrer des soucis de harcèlement. Et en fait, la première réaction, très légitimement, chez un chef d'établissement, c'est de dire « Ah, flûte, ça y est, encore voilà un souci ». Mais c'est notre mission de gérer les soucis de façon à optimiser l'harmonisation dans notre établissement scolaire. Un chef d'établissement qui met, comme vous disiez tout à l'heure, le problème comme la poussière sous le tapis, c'est une véritable démission de sa propre mission. Il est là pour harmoniser les choses. Alors il y a deux grands moteurs de la mauvaise réaction. Les deux sources de la mauvaise réaction, la première, elle a été d'ailleurs soulignée par Hugo tout à l'heure, c'est la panique parce qu'il n'y a pas la compétence. Et en effet, il n'y a pas de compétence chez un très grand nombre de chefs d'établissement. C'est ennuyeux quand même ce que vous me dites. Moi, j'ai appris en tant que chef d'établissement à gérer une telle situation à l'extérieur de ma formation de professeur et de chef d'établissement, bien à l'extérieur. C'est-à-dire que c'est parce que j'ai eu l'expérience d'être dans des associations qui s'occupent de personnes handicapées, puis après des associations qui s'occupent de situations conflictuelles difficiles entre élèves, que j'ai appris ça. Mais dans mon cursus de formation, jamais on m'enseigne ça. Et jamais on enseigne ça aux profs. Donc c'est vraiment la première source de refus, en tout cas de panique, parce que je peux parler même de panique chez le chef d'établissement. Et puis le deuxième, ça va être, c'est triste à dire, mais une histoire de carriérisme, particulièrement dans le réseau public, parce que si on gère mal la chose, si on arrive à étouffer le truc ou à résoudre le problème, la carrière ne sera pas compromise. Sinon, on risque d'avoir des gros... Oui, mais je suis d'accord. Tout ce que vous dites, en fait, on le devine. C'est ça qui est terrible. Tout ce que vous dites, on le devine. Et c'est horrible. La vraie réponse, c'est de s'occuper, comme dit Hugo, d'un véritable accompagnement et d'une réconciliation avec l'école chez le harcelé. Mais il faut s'occuper du harceleur. Et c'est pas en tenant bonne conscience, en le foutant dehors et en disant voilà la sanction, que pour autant on va se démettre du problème. Mais je vais vous dire, on doit former l'enfant. En écoutant ce que vous dites, je me demande si
une des solutions possibles, ce serait pas de former une sorte de brigade extérieure à l'établissement? Alors, il faudrait évidemment des gens qui soient basés, par exemple, tous à Paris. Et puis, alors, je ne sais pas s'il en faut 200, 300, 400. Et puis, ces gens-là iraient sur place régler le problème parce qu'ils auraient de l'expérience, ils seraient formés comme ça, ils arriveraient avec un œil extérieur. C'est eux qui prendraient, pourquoi pas, les décisions, évidemment d'accord avec le proviseur, mais ça pourrait protéger le proviseur. Et je me demande si on ne pourrait pas aller dans ce sens-là. Merci en tout cas, Albéric, de votre... Non, il y a une dernière chose, Pascal. Il y a une dernière chose, c'est qu'on a un dispositif qui s'appelle le dispositif relais dans les établissements publics, où on a des enfants qui ont des comportements disciplinaires ou une rupture scolaire, et donc on les met pendant 8 semaines à l'extérieur de l'établissement, on s'occupe d'eux, on les réconcilie avec l'école, on prépare l'école, l'équipe pédagogique et la classe qui les a vus partir, de les réaccueillir, de façon à ce que, en fait, il y ait une vraie formation et une réconciliation avec l'école. Eh bien, je pense qu'il faut faire ça avec un harceleur. Le harceleur, il faut le mettre en correction, c'est pas en sanction. Et la correction, ça s'appelle de la formation. Mais vous avez tout ce que vous dites. Et il faut le mettre à part. Alors une fois de plus, il faut sortir effectivement son carnet de chèques, mais cette fois-ci de manière intelligente. Pas pour mettre de l'informatique à l'école, mais plutôt de mettre un peu plus d'humanité. Je pense que ce serait pas mal. Merci Albéric en tout cas pour ces témoignages à 11h38.